La réalité du monde social, c'est un enjeu de lutte et il faut lutter pour montrer la vérité, quoi. Combien sommes-nous et serons-nous à essayer de faire changer les choses? Reprenons le pouvoir, quoi. Je voulais parler d'une autre histoire, que ce soit dans la musique ou dans les livres. Voilà, je voulais sortir de ce roman national parce que moi-même je ne fais pas partie de ce roman national finalement. Et je voulais montrer que toutes nos cultures étaient aussi légitimes que la culture dominante qu'on souhaite nous imposer à l'école en fait finalement. Parce que je pense que j'aurais pas été la même aujourd'hui si j'étais née en France, si j'avais pas parlé ma langue, si j'avais pas écouté de rap, etc. Et je voulais aussi un espace dans lequel je pouvais avoir toutes ces identités. Mon drag a toujours été un peu engagé. Dès le départ, en fait, je voulais parler des positions des femmes asiatiques en France, qui sont finalement des positions qui sont très similaires aux hommes gays en France, en fait. Parce qu'en fait, on est fétichisé, on a cette image de personnes très soumises, de personnes silencieuses, de personnes très passives, très dociles. Et du coup, je voulais parler de ça. Et en fait, au fur et à mesure de mon évolution dans la communauté LGBT, je me suis rendu compte que même dans cette communauté-là, il y avait du racisme et beaucoup d'autres choses. Enfin, il y avait de la grossophobie, de la transphobie. Beaucoup. Bref, c'est pas parce qu'on était une communauté qui était marginalisée qu'on était une communauté safe en fait. Moi, je suis rentrée dans le militantisme par le féminisme, par un féminisme assez blanc. Au fur et à mesure, en fait, je comprends qu'il y a... Voilà, c'est pas suffisant, en fait. Je vois des zones grises, je me reconnais pas. Et je découvre petit à petit l'intersectionnalité. La déconstruction se fait petit à petit. C'est comme ça que je déconstruis petit à petit mes questions de genre, que j'en arrive à l'éducation non genrée. Tout ça, ça se construit, ça continue, tu vois, de façonner leur cerveau et leur plasticité cérébrale, alors qu'il n'y a rien de réel à tout ça. L'idée, c'est pas forcément de l'élever comme des filles ou comme des petits garçons. Enfin, tu vois, genre, en fait, c'est d'élever des enfants dans toutes leurs possibilités. La plupart des gens voient les femmes noires comme des personnes qui doivent avoir des enfants. Donc toi, tu arrives au milieu de tout ça et tu rentres dans aucune case en fait. Et je pense que là, aujourd'hui, déjà, quand tu es une femme blanche et que tu veux pas d'enfants, c'est encore compliqué. Et quand tu es une femme racisée ou noire, il y a encore plus cette pression à faire famille qui est là. Et je pense que c'est lié à l'histoire coloniale, à l'esclavage. Il y a ce côté ventre des femmes. Françoise Vergès, tu es une femme, tu dois produire en fait, tu dois faire des enfants pour produire, pour avoir une main d'œuvre en fait, tout simplement. Je pense qu'à travers les différents programmes, que ce soit Tant que je serai noire, Tant que je serai athlète qui arrive, et tous les autres programmes qui vont en découler, c'est vraiment de se dire j'avais une idée de telle ou telle personne ou tel groupe de personnes, parce que c'est vraiment ça le truc. Mais aujourd'hui, grâce à tel média, j'ai compris que y a vraiment une pluralité de récits et surtout que c'est une richesse. La parentalité décoloniale, c'est le fait de tenter, je ne sais pas, en tout cas de penser cette parentalité d'un point de vue décolonial en sortant du prisme eurocentré, cis hétéronormé, même classiste en fait, et de se dire qu'il y a d'autres manières d'être parent que les parents blancs qui écrivent tous les bouquins sur la parentalité. Il y a des façons d'être parent, il y a des façons de faire famille qui sont multiples, et aucun prof d'histoire ne va m'aimer. Je compte rencontrer les profs d'histoire et leur dire genre vous allez pas m'aimer, ça va bien se passer quand même. L'écologie décoloniale permet de casser les narrations dominantes. Quand les scandales de l'agent orange ou encore de la chlordécone
en Martinique et Guadeloupe, là on voit que les premières personnes concernées sont les personnes racisées. Et elles sont pas représentées. Dans l'écologie décoloniale, ça permet de fédérer aussi, parce que comme ça ancre dans l'histoire, on comprend aussi que beaucoup de nos civilisations, avant la colonisation, avant l'esclavagisme, etc., on était écolo. En fait, on est écolo. Et même dans nos banlieues, etc., quand j'étais plus jeune, et mon père, d'ailleurs, m'a fait aussi un gros déclic à un moment donné, hein. Mais en fait, on a toujours fait de l'écologie. On a toujours donné nos vêtements à nos frères et sœurs. On a toujours fait le minimum. Peut-être que c'était l'écologie du pauvre, mais c'était une écologie quand même. Et elle n'était pas validée par l'Occident à ce moment-là. C'était l'écologie des pauvres banlieusards ou des pauvres... voilà. Moi, je suis du 93 et justement, le fait d'avoir été élue dans ma ville, dans une ville où j'ai toujours grandi, c'est aussi pas donner l'exemple, mais... Et j'aime pas dire ce mot, mais inspirer les autres, dans le sens où c'est pas parce que tu viens du 9-3 que t'es catégorisé, bon c'est bon tu vas finir en tôle ou tu vas finir dans un taf moins bien payé. Non, tu viens du 93, tu peux t'en sortir. Et c'est ce que je dis toujours dans mes discours, c'est que faut pas voir le 93 comme un handicap, mais plutôt comme un bagage. Quand on a sorti notre premier livre, Je suis de Bakary Sako, un homme noir sur la couverture. Pour nous c'était normal. Il y a plein de gens qui ont dit... moi aussi j'écris, mais je pensais pas que c'était possible d'avoir un homme noir sur une couverture qui parle, le livre s'appelait Je suis, qui parle à la première personne, qui n'est pas rappeur, qui n'est pas sportif, et qui parle lui en tant qu'être humain, en tant que militant, en tant qu'homme tout simplement français avec toutes ses caractéristiques. On m'a posé la question de pourquoi vous n'estimez pas que c'est une maison d'édition communautaire? Ouais, mais on se pose pas la question quand il y a que des blancs sur des couvertures. On dit pas pourquoi vous êtes communautaire. Les premiers communautaires, ce sont ces éditeurs du 6e arrondissement qui restent entre blancs, qui ont 50 ans, qui sont bourgeois. C'est pas moi la communautaire. Dans mon militantisme, il y a aussi Sororasi, donc qui est une association qui représente toute la diversité de l'Asie au sens large, et non pas se cantonner à l'Asie en tant que tout ce qui est Asie de l'Est, donc toutes les personnes asiatiques, mais aussi l'Asie du Sud-Est. Et typiquement via Sororasi, le but c'est de représenter la communauté sud-asiatique, mais aussi de dénoncer certains préjugés, certains clichés qu'on a, et on voit que les combats entre les personnes sud-asiatiques et les personnes asiatiques sont les mêmes. Les luttes militantes, qu'elles soient féministes, antiracistes, décoloniales, etc., pour moi, c'est pour ça que je le vois à travers le défi climat, avec vraiment ce prisme du climat, parce qu'il y a une deadline. Les personnes qu'on voit parler d'écologie, à la télé ou dans les sphères politiques, médiatiques, même entrepreneuriales, les acteurs du changement, etc. C'est toujours les mêmes profils, les mêmes personnes. Et je reviens au même terme, très très monochrome. Et déconnecté de ma famille, déconnecté des enjeux qu'il y a dans ma communauté en France, mais aussi de ma famille et de ma communauté en Inde. Et c'est là qu'il y a le parallèle avec le livre de Pablo Servigne, avec lequel j'ai compris l'urgence climat, mais il est biaisé. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule partie. Quand l'Occident commence à avoir les fesses qui chauffent et commence en haut de leur pyramide à parler d'effondrement, des pays sont déjà effondrés en fait. Je me suis hormoné en cachette du coup, donc c'était assez difficile, psychologiquement c'était très dur. Et les réseaux sociaux m'ont aidé à tenir en fait. Mes parents ils le comprennent pas, parce qu'ils partent du principe que quand on est noir on doit se faire discret. Et c'est ce que je trouve vraiment dommage, c'est que non en fait on a des droits à revendiquer et il faut le faire quoi. Quand j'étais jeune c'était vraiment quelque chose que je faisais, j'essayais de vraiment être discret en classe, de porter des robes parce que il fallait pas que je sois trop masculin à mon âge. Tu sais à un moment donné t'as envie de mettre ça en avant, une partie de toi, une partie que t'as peut-être reniée ou baissée ou pas trop mis en lumière. Tu vois, à partir du moment où tu te dis je vais prendre l'espace, mais tu prends l'espace avec quoi? Ou en étant quoi? Tu vois, il y a cette expression d'où est-ce que tu parles? Aujourd'hui, chez moi, je sais que ça fait sens. D'où est-ce que je parle? D'où est-ce que je parle, je le questionne et je sais que je peux pas effacer 1000 ans d'histoire. On s'est rendu compte qu'en fait, finalement, l'aspect culturel était hyper important et qu'on a eu beaucoup de jeunes qui sont venus pour renouer avec leurs origines. Et ça, c'était fort. Puisque c'est là où on s'est aperçu que
la réflexion que j'avais eue, moi en tout cas personnellement pour ma quête identitaire, était à peu près la même pour beaucoup de gens en fait, et beaucoup de jeunes. Et tous ceux qui étaient dans cette quête identitaire, souvent se retrouvaient dans nos événements, puisque finalement ils se sont aperçus qu'ils avaient besoin de se nourrir en fait, d'apprendre des choses à travers ce genre d'événements qui leur permettaient de comprendre, de mieux comprendre, d'apprendre des choses sur la culture et de se retrouver avec des personnes qui sont justement dans cette quête aussi ou qui ont besoin de se nourrir de ça, et puis entre eux ils pouvaient échanger, etc. Ça permet aux gens de venir à ce moment-là et de s'imprégner, de se nourrir de quelque chose qui allait leur permettre de se construire et de savoir qui ils sont en fait, quelle est leur histoire et le passé de leur famille ou de leurs parents. La sociologie m'a sauvé la vie aussi, quoi. De comprendre les structures sociales et de voir que ce que le monde dit de toi n'est pas vrai, en fait. Et l'important, c'est pas ce que le monde a fait de toi, mais c'est une phrase de Sartre que Didier Ribon écrit beaucoup. L'important, c'est pas ce que le monde fait de nous, mais ce que nous faisons nous-mêmes de ce que le monde a fait de nous. Il y a eu cet orgueil qui... écoute Miguel, t'es noir, t'es bi, t'es pédé, alors... c'est l'orgueil ou rien, quoi. C'est l'orgueil ou la mort, quoi. Et c'est vraiment ça, en fait, parce que c'est soit ça, soit une mort interne. Et aussi, j'étais en colère. C'est extrêmement dangereux, en fait, que des parents cisgenres qui ne comprennent pas qu'une transition peut être vitale aient le droit de décision sur nos corps et sur nos propres vies, en fait. J'ai des amis qui font des tentatives de suicide parce qu'ils peuvent pas commencer le traitement hormonal, etc. Faire ce combat, c'est un peu pour moi, parce que j'ai besoin de pouvoir commencer un traitement hormonal de façon légale. Mais après, je sais que pour moi, c'est un peu trop tard. Enfin, j'ai presque bientôt 18 ans en vrai. Donc, je pense surtout aux plus jeunes. J'ai des jeunes de 12, 13, 14 ans qui m'envoient des messages, qui me disent comment t'as fait pour avoir des hormones, etc. Et je trouve ça grave qu'à cet âge-là, on soit amené à se mettre en danger pour un truc qu'on pourrait avoir facilement avec un suivi médical, quoi. Je veux pas faire de buzz, je veux juste revendiquer les droits, qu'on soit un peu plus libre, qu'on se sente un peu plus à l'aise dans notre pays, et voilà. Le racisme disparaîtra jamais. Le machisme disparaîtra jamais. Tous les ismes ne disparaîtront pas, en fait. Et le seul truc, c'est combien sommes-nous et serons-nous à essayer de faire changer les choses et à maintenir ce fameux équilibre. Le patriarcat, le racisme, etc., c'est quelque chose de systémique, qui est institutionnel, structurel, qui est dans la société. Donc, en fait, face à ce système, il faut qu'on soit alliés, unis et assez forts pour construire un contre-pouvoir et pour pouvoir bouger les lignes, quoi. Et ça se fait par l'influence. Beaucoup n'osent pas parce qu'ils se disent de toute façon c'est comme ça et puis c'est pas grave. Et ils subissent ça, alors que vraiment il faut être dans cette dynamique où se dire j'ai mon mot à dire, je dois je dois changer les choses, même si c'est à ma petite échelle, même si c'est que dans ma ville ou que dans mon groupe de potes, c'est déjà énorme. L'empowerment, le fait de se penser capable de quelque chose, c'était un premier pas vers la réussite de quelque chose. La réalité du monde social, c'est un enjeu de lutte et il faut lutter pour montrer la vérité, quoi. Parce que le militantisme aussi, on apprend beaucoup, ça nous enrichit beaucoup. Et ça permet l'émancipation, je dirais, mentale. Parce qu'avant l'antiracisme, en fait, je me considérais un peu comme une personne aliénée, c'est-à-dire il faut que je coche les cases, et puis après je comprends pas pourquoi j'arrive pas à trouver un job ou un appartement, parce qu'en fait c'est systémique. Le fait d'avoir compris tout ça, ça participe à une émancipation de l'esprit. Je pense que je serais assez fière de mourir au moins libre d'esprit, même si c'est dur. La politique pour moi c'est quelque chose qui fait que tu as des résultats quasi immédiats, ou en tout cas à moyen long terme, par rapport aux gens quand tu vas les aider, tu vois, toute cette partie là ça se fait via la politique. Et pour moi aider les gens, tu peux le faire via des associations, comme je suis engagée sur plein d'associations et je fais du militantisme, mais via la politique je trouve que c'est un moyen plus direct en tout cas d'aider les gens. Inconsciemment je me suis dit je suis pas venue ici pour rien, bizarrement. Je suis pas venue ici juste pour m'enrichir, si c'est possible déjà, m'enrichir et m'acheter une maison et être tranquille et partir en vacances, etc. J'avais l'impression de devoir faire quelque chose en fait. Mes parents ils ont pas tout sacrifié, pas que je serve pas à rien, c'est pas du tout ça, parce que c'est pas du tout leur but c'est juste que
je vive bien économiquement, etc., que je sois heureuse. Mais j'avais l'impression de devoir quelque chose à l'humanité, bizarrement. Le militantisme, pour moi, c'est pas que parler, c'est aussi laisser la place aux gens. Toute ma vie, c'est un jeu d'équilibriste parce que quand je suis par exemple face à une personne blanche ou à plusieurs personnes blanches qui vont regarder mon travail, il faut que ce travail-là, elles puissent l'écouter et se dire que c'est un travail journalistique pour que le message passe. Parce qu'à partir du moment où mon travail est qualifié de militant, il y a une partie du message qui va passer aux oubliettes parce qu'on va se dire « ouais, mais en fait, le mec, il défend quelque chose. Moi, je veux pas qu'on dise que je défends quelque chose, je veux qu'on dise que je donne la parole en fait à des personnes à qui on la donne pas forcément. » C'est horrible de demander ça à une personne racisée en fait parce que, par exemple, quand moi je le vois par exemple dans d'autres combats où des personnes blanches vont prendre part, on va jamais dire qu'elles sont militantes. Ça, pour eux, non. C'est en fait militant. Pourquoi j'évite le mot militant? C'est pas qu'il me dérange, c'est qu'il est disqualificatif du travail que je fais. C'est ça le problème. À partir du moment où on va te dire non, mais en fait lui, il est journaliste militant, il y a une partie de mon message qui passe pas. Je fais vraiment tout pour que le message passe et que les gens tendent l'oreille et comprennent qu'il y a d'autres réalités. Que ce soit par la porte de l'antiracisme, par la porte des luttes décoloniales, par la porte du féminisme ou l'écologie populaire, mais cette prise de conscience de d'abord prendre cette petite pelote de laine, là, le fil, et qu'ensuite on comprenne tout le cheminement et qu'on comprenne que tout est lié et qu'en fait il faut se mettre en action tous ensemble. Nous, avec notre background, si on pouvait faire quelque chose justement pour contribuer à aider ces personnes qui voudraient s'en sortir, etc., ou qui vraiment sont démunies, je me dis pas qu'on est redevable envers ces personnes, mais je me dis qu'en fait, tout simplement, on a une chance. Et je me dis que ce serait bien de partager un peu cette chance avec les autres. Pour les générations futures, j'aimerais beaucoup que les gens apprennent à s'écouter. Souvent, t'écoutes l'autre, mais toujours dans la volonté de répliquer, ah tiens, elle a dit ça, mais moi je pense ça. Enfin, il y a vraiment ce truc de mise en avant et pas vraiment de prendre le temps d'écouter l'autre avant de se faire une idée, etc. Donc je pense que j'arriverai à me dire que c'est cool, j'ai réussi à faire un truc quand les gens s'écouteront et du coup, après s'être écoutés, arrêteront de mettre les gens dans des cases. Voir des gamins et des gamines françaises d'origine asiatique s'auto-empower, enfin tu vois, genre tout simplement, genre faire les choses, être là, etc. Ce que j'espère déjà premièrement, c'est que des lois passeront pour autoriser les traitements hormonaux à partir de 16 ans. Et même plus tôt, les bloqueurs aussi. Parce que c'est compliqué de devoir attendre, il y a des jeunes qui mettent fin à leur vie. J'aimerais en fait qu'on se rende compte que les filles d'immigrés, parce que je veux rester sur ce créneau-là, ont des histoires intéressantes à raconter et qu'on les écoute pas forcément. J'aimerais bien vraiment que la France reconnaisse officiellement les dégâts de la colonisation, et dans tous les pays en fait. Quand on entend encore la France dire qu'on importe les problèmes de racisme états-unien, enfin non en fait, vous les avez créés vous-même. Vous avez créé vos ghettos, vous avez colonisé d'autres pays, vous avez fait de l'esclavage. Enfin, vous pouvez pas dire que ça vient de la guerre alors que vous avez fait ces choses-là. De façon plus globale, j'ai juste envie que les gens continuent à se battre pour leur liberté, c'est tout.